Bonjour et bienvenue dans l'épisode 161 du podcast Avez-vous choisi, le podcast pour entreprendre sa vie à sa façon. Je suis Oriane Savouré-Lucas, coach anti-brouillard, créatrice du podcast Avez-vous choisi et de la newsletter La Graine de la Semaine. J'accompagne les personnes entreprenantes à affirmer des choix sur mesure pour leur permettre de s'accomplir et de déployer des projets à impact positif et durable. Si vous souhaitez recevoir régulièrement une dose d'inspiration écrite ou audio au service d'une vie plus légère et plus profonde à la fois, inscrivez-vous gratuitement à ma newsletter sur mon site orianesavourelucas.com. Avez-vous choisi le podcast explore le vaste et intriguant territoire du choix sous 3 formats. Le billet où je partage réflexions et ressources pour choisir sa vie. La conversation avec une personne et son précieux supplément d'âme pour nous réchauffer au feu de trajectoires singulièrement inspirantes. Et l'éclairage où j'échange avec des auditeurs bloqués sur le rond-point du choix. Et aujourd'hui, place à la conversation d'Avez-vous choisi ? La visionnaire Hildegarde de Bingen, l'écrivaine Christiane Singer, l'artiste Frédéric Lemarchand, la chanteuse Camille, la metteuse en scène Irina Brook ou encore la chorégraphe Caroline Carlson. Voilà quelques femmes inspirantes dont Audrey Fella a choisi de faire le portrait à travers ses livres. Ces figures féminines spirituelles puissantes et vibrantes, Audrey les a choisies. Mais Audrey souligne également qu'elles sont venues la chercher. Le point commun entre ces femmes, elles forment une lignée d'âmes femmes qui osent, s'autorisent à explorer, créer, exprimer l'intériorité, tracer des chemins, vivifier la vie. Audrey Fella s'intéresse aux diverses voies et expressions de la spiritualité féminine et à la manière dont celles-ci peuvent participer à notre quête de sens. Audrey, je l'ai d'abord lue, attirée que j'étais par les thèmes qu'elle explore. J'ai immédiatement apprécié son écriture profonde et vibrante qui fait la part belle à la conversation avec l'œuvre et avec l'univers des femmes qu'elle met en lumière. J'ai ensuite rencontré Audrey lors d'une de ses conférences à Angers. Quelques mots échangés à l'issue de la conférence m'ont confirmé la présence en elle de cette énergie des personnes profondes et inspirantes. Avec Audrey, j'ai eu envie de parler de son parcours et d'écriture pour parler de la vie. De cette vie que nous avons le pouvoir de transformer en œuvre d'art. Et elle a accepté. Au cours de notre conversation, enregistrée en mars 2025, Audrey et moi parlons entre autres de son parcours, de nos choix de vie et de la vie qui nous choisit. Du choix de poser un grand oui à notre chemin singulier et du temps qu'on prend parfois pour se l'autoriser. De la place de l'écriture, de spiritualité, de grâce, de visible et d'invisible, de création et d'espace de rencontre et de liberté. De temps d'infusion, de déclic, de justesse du moment et de réponse de l'univers, ou encore du choix, de faire le choix du cœur. Bonne écoute. Audrey Fella, bonjour. Bonjour Oriane. Bienvenue dans le podcast Avez-vous choisi ? Je suis ravie de vous accueillir. Alors, vous êtes historienne de formation, vous êtes essayiste et scénariste. Je suis curieuse, puisque nous allons parler de choix ensemble aujourd'hui, de savoir comment s'est construite votre trajectoire professionnelle jusqu'ici. De quel choix clé peut-être est-elle le fruit ? Alors c'est une vaste question, parce qu'il faut remonter dans le temps. Et c'est vrai que je suis d'accord avec vous. Il y a vraiment des tournants en fait dans une vie avec des choix qu'on pose et qui sont déterminants. Même si bien évidemment, pour moi, il n'y a pas de... Ça, je le déroulerai tout au long de notre entretien, mais il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Je pense que ce qu'on appelle les mauvais choix, c'est un peu les détours, c'est-à-dire les chemins moins directs, mais parfois ils sont nécessaires pour comprendre quelque chose de soi et nous permettent finalement de construire notre trajectoire et de ne pas nous éloigner de nous-mêmes. Je ne crois pas qu'on s'éloigne de soi. On peut avoir en effet cette sensation de se perdre à un moment donné.
Mais je crois que c'est illusoire. Je crois que c'est encore une gestation intérieure pour une compréhension de soi. Bon, des fois on comprend sur le moment, des fois on comprend juste après, des fois on comprend des années plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, à la veille, on va dire, de moi de la cinquantaine, je me rends compte qu'au fond, tout a été bénéfique. Et que ce que j'avais pu imaginer comme des choix erronés ne l'ont jamais été. Voilà, je veux dire ça parce que je trouve que c'est important et rassurant en fait comme si, enfin voilà, je trouve que ça donne confiance. Alors, pour répondre à votre question, Oriane, euh, comment cette trajectoire s'est posée? Donc, on va dire vraiment, pour moi, l'écriture est fondamentale. Elle traverse vraiment toute ma vie professionnelle à travers l'écriture d'essais. J'ai été aussi journaliste pendant un temps. Maintenant, je le suis beaucoup moins. Je fais encore quelques articles, mais voilà, je suis plus vraiment journaliste parce que je travaille aussi comme scénariste. Donc, c'est un autre travail d'écriture. Et là, j'ai envie d'aller vers le roman. Je me sens appelée. Donc, c'est vraiment l'écriture qui est là. Et je dirais que pendant longtemps, je n'ai pas fait le choix de l'écriture parce que j'avais l'impression que l'écriture, c'était pas un travail, qu'il fallait un vrai travail. Et comment dire, fallait gagner sa vie, fallait devenir autonome. Donc, on va dire à mon très jeune âge, bien que j'avais écrit pendant mon enfance, une grande partie de mon adolescence, vraiment sous toutes ses formes, j'avais abordé l'écriture. Eh bien, ça ne s'est pas imposé comme un choix en me disant, bah voilà, je vais écrire et je vais gagner ma vie comme ça. Parce que aussi, c'était, voilà, il fallait construire quelque chose. On ne gagne pas sa vie en droit d'auteur comme ça. Tous les auteurs le savent, sauf ceux qui vendent 100 000, 200 000 exemplaires par an. Ce qui est assez rare en France. Ouais. Donc tout ça pour dire quoi? C'est-à-dire que au départ je le choisis pas, mais je dirais que finalement la vie me choisit ou me conduit ou me propose, comment dire, j'ai eu plusieurs activités. J'ai travaillé sur une émission de cinéma sur France 2. J'ai ensuite travaillé dans le documentaire. Ensuite, j'ai travaillé dans le journalisme, dans la presse écrite. Euh, j'ai été aussi professeure. Donc voilà. Mais tout ça, finalement, la vie m'a reconduite pour poser ce grand oui. Donc ce grand oui, c'est ce choix de dire oui à l'écriture. Oui, l'écriture, c'est vraiment ce que je sais faire. Je le faisais déjà dans mon travail parce que finalement, toutes mes activités m'appelaient à être dans cette écriture. Et puis, bien évidemment, j'ai aussi écrit. Mon premier livre est paru à 30 ans, donc j'ai commencé à l'écrire, à y penser vers 25, 26 ans et je l'ai écrit à 27 ans. Donc l'écriture a été ce fil-là. Et un jour, je pose le grand oui, assez tardivement pour moi, je dirais un peu avant mes 40 ans. Ce grand oui, ce grand choix où je me dis, OK, c'est vraiment le fil conducteur de ce que j'aime, c'est ce qui me fait vibrer. Et c'est possible peut-être de gagner sa vie avec en faisant, en écrivant des livres, en ayant plusieurs activités à côté. Aujourd'hui, par exemple, je fais des ateliers d'écriture, aussi des stages autour de la spiritualité féminine. Et donc, j'ai construit quelque chose qui m'a permis de poser ce grand oui Ouais. et qui a été déterminant parce que quand ce oui, il est posé à 100% dans sa vie, c'est pas qu'avant, c'était pas ouvert, mais l'univers répond. L'univers, Dieu, le tout autre, on peut l'appeler comme on veut. La vie, avec un V majuscule, répond et elle va venir faciliter quelque chose parce qu'en fait, en soi, c'est autoriser et faciliter. Voilà. Et la vie toujours répond finalement en écho à ce qu'on Mm. porte en soi. Donc ces grands oui, ces grands choix sont déterminants. Moi, j'ai mis un peu de temps à l'accoucher, ce grand oui. Euh, j'avais besoin de prendre confiance, j'avais besoin de m'autoriser, j'avais Ouais. besoin de trouver mes marques, j'avais besoin de construire quelque chose, comme une sorte de socle solide pour pouvoir me lancer dans cet inconnu. L'inconnu, c'est quoi? Ben, c'est simple, hein, c'est de pouvoir vivre concrètement aussi dans la matière de sa passion. Mm. Et c'est pas un petit choix aujourd'hui de pouvoir, j'ai envie de dire, incarner, mais en tout cas de répondre aussi économiquement, financièrement à ça. Voilà, les écrivains ne vivent pas que de rêves et de beaux projets. Il faut que ça s'inscrive dans la matière. Donc ça, ce grand oui, ça a permis ce mariage véritable dans la matière. Et à partir du moment où je l'ai posé, eh bien les choses se sont déroulées avec beaucoup plus de facilité. Ça ne veut pas dire sans travail. Mais en tout cas, les idées sont venues, les rencontres se sont faites et quelque chose s'est fluidifié. Mm. Oui, c'est le mot qui m'est venu effectivement de cette notion de fluidité. Quand vous dites, voilà, il y a une forme d'audace et puis de conviction, d'intime conviction, d'avoir osé poser ce grand oui, comme vous dites, et donc qui a facilité cette fluidité. Mais ce que je trouve très beau dans ce que vous décrivez, c'est combien finalement ce médium qu'est l'écriture
était déjà là depuis toujours avec vous, a été votre compagnon de voyage depuis l'enfance et a tissé finalement votre chemin de vie de mille façons, par mille chemins et sous mille formes. C'est ce que vous avez décrit à travers les métiers que vous aviez faits, l'utilisation de l'écriture que vous aviez déjà aussi dans votre vie personnelle de très tôt. Et puis tout à coup, c'est ces différents chemins, ces détours, ces chemins de traverse qui ont été pris, qui donnent matière aussi à la possibilité de ce grand oui que vous nommez. Et là, ce que j'entends dans cette formule que vous partagez, c'est finalement un choix lucide, conscient, assumé de quelque chose, d'une intention posée, affirmée, mais sans force, quelque chose de très euh, d'infusé finalement, qui a pris le temps d'infuser, et qui est prêt à diffuser pour Mhm. pouvoir écrire un chemin singulier qui est le vôtre dans une matière qui est celle de l'écriture, qui continue d'évoluer, parce que c'est ça que je trouve assez beau. Il y a eu les essais, il y a toujours d'ailleurs, et les scénarios, peut-être demain les romans. Et je ne sais pas comment ça résonne pour vous, mais dans les mots que vous avez employés, vous avez dit je me sens appelée, la vie m'a choisi aussi sur ce chemin-là, j'ai choisi l'écriture, tout comme si se passait un savant tissage de choix exercés de manière consciente et lucide, et quelque chose qui vous choisit vous aussi, et qui a une forme Mhm. de mariage, d'épousailles qui se fait Oui. dans ce double mouvement. C'est tout à fait ça. C'est exactement ça que je ressens. C'est-à-dire que on choisit, on répond à quelque chose qui nous choisit aussi. Qu'est-ce qui nous choisit? C'est ce que la vie nous propose. Notre destin est tissé en fait de ces propositions de l'univers, ces propositions de la vie, ces propositions de Dieu, pourquoi pas. Et en fait, qu'est-ce qui crée, qu'est-ce qui tisse notre destin, notre chemin? Eh bien, c'est ce oui auquel on va répondre, ce oui ou ce non, puisque le non peut être aussi là, je parle du grand oui qui a été fondateur pour moi parce que moi j'avais besoin de m'autoriser ce chemin d'écriture. C'est pas qu'il n'était pas autorisé, mais il y avait encore une petite retenue. Il fallait toujours, comment dire, comment dire, c'était pas le principal. Voilà, j'avais d'autres activités, c'était à côté. Hmm. Et là, je l'ai mis en premier et j'ai mis le reste à côté. Est-ce Donc que ça, vous c'est le savez grand oui. identifier justement ce qui a permis ce grand oui? Est-ce que c'est vraiment le fruit, comme on le décrivait, de tout ce chemin finalement d'infusion, de maturation qui a tout à coup permet de rendre ce projet-là officiellement sur le devant de la scène finalement? Ou est-ce qu'il y a, et ou peut-être un moment de déclic, une prise de conscience qui vous fait vous dire, bah, là, ça y est, je me sens prête et je m'autorise à en faire le projet principal finalement et le médium principal? Bah, moi, le déclic, il est venu, mais en fait, le déclic, quand il arrive, c'est que quelque chose est prêt. Donc, qui Hmm. s'était longuement élaboré en moi-même. Voilà, c'était pas un truc soudain qui arrivait de nulle part. Hmm. C'était vraiment quelque chose de construit avec la maturité, la confiance qu'on prend. Euh, Oui. Ce qui s'offre aussi dans la vie, je reviens à ça, mais c'est vrai que bon, parfois on force les choses. C'est pas, des fois, c'est pas le moment. Il y a vraiment cette idée de bon moment. En grec, il y a un terme qu'on utilise qui s'appelle le kairos, qui est très à la mode. On en parle beaucoup, mais c'est aussi cette question du bon moment. Si vous posez un grand oui au moment, quand c'est pas du tout le moment, vous Hmm. n'avez pas d'expérience, vous avez pas confiance en vous, vous êtes trop jeune. Enfin, il y a des étapes. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Si c'est trop tôt, ça va pas être bien reçu, ça va pas être perçu, ça va pas s'inscrire dans la matière. Ça fait écho S'inscrire dans la pour moi matière, à pour moi, la, c'est de bah, concrétiser. oui, ça fait écho pour moi à la tradition chinoise qui parle bien sûr de l'action nécessaire de l'individu, mais qui ne néglige jamais le triptyque individu, temps et lieu. Et en fait, Mm. c'est ce que vous décrivez, c'est-à-dire que le kairos, c'est ça, les Grecs le disent autrement, mais c'est ce bon moment pour la personne concernée, en fait, hein, Oui, et à l'endroit nécessaire finalement ou pertinent. absolument. Mm. Tout à Mm. fait ça. Et les noms sont des grands oui aussi. Finalement, sont des noms, sont des oui déguisés, en fait, qui sont aussi fondateurs, qui sont aussi des choix. Parce que
l'univers est généreux. La vie peut être généreuse dans ces moments de kairos. Donc, il y a aussi construire un chemin, c'est pas dire oui à tout, comme dire oui à tout le monde, dire oui à tous les projets, par exemple. À un moment donné, on pose des noms. C'est très, très fondateur, mais souvent, ces noms, on se rend compte aussi avec le temps que ce sont des grands oui à soi-même. Voilà. Donc, alors on peut poser des oui, hein, comme je disais tout à l'heure, on perd pas son temps, on continue à apprendre. Mais quelque chose s'affine avec le temps. Et aujourd'hui, je peux dire, il y a un discernement qui est beaucoup plus, comment dire, fin sur ces oui et ces non qu'on va poser, mais qui seront toujours des grands oui à son propre chemin, au chemin de son âme. Hmm. Et justement, ce travail d'écriture que vous réalisez depuis des années, alors d'abord, ce que j'entends, ça a été un peu souterrain, puis périphérique, puis désormais central dans votre parcours. Vous avez un fil d'or qui est celui de vos recherches et de votre écriture sur les femmes et le sacré. Comment cette thématique, à la fois très vaste et très spécifique, s'invite dans votre parcours d'écrivaine? Hmm. C'est intéressant parce que on pose toujours enfin, on pose très souvent la question et j'ai toujours un peu du mal à répondre. Alors, parce qu'en fait, j'ai deux réponses qui ne s'opposent pas, hein, qui se rejoignent. Euh, D'abord, pour moi, vraiment au départ, je peux pas vous dire comment ça m'est venu parce qu'en fait, je n'en sais rien. Simplement, j'étais une jeune fille, une jeune femme en évolution dans une société qui ne, voilà, qui me donnait des réponses ou qui m'ouvrait des chemins pour la jeune femme, la femme que j'étais en train de devenir, mais qui ne me proposait pas, en tout cas en France et dans le milieu scolaire et social après dans lequel on évolue, il n'y avait pas cette dimension intérieure, qui est la dimension spirituelle. Moi, ça me manquait parce que j'avais ça, c'était une vibration, c'était quelque chose de vivant en moi. Et je sentais bien qu'à l'extérieur, ça nourrissait pas mon âme. Donc, j'ai eu besoin de rentrer dans ce chemin pour des raisons personnelles, qui plus tard sont devenues des raisons sociales, des raisons historiques, des raisons psychologiques, des raisons anthropologiques, des raisons politiques, des raisons spirituelles, c'est-à-dire que j'avais envie de donner la parole aux femmes pour témoigner de ce qu'elles vivaient, pour venir nourrir, comme elles avaient nourri mon âme, nourrir l'âme des lectrices, des lecteurs, des personnes qui vous écoutent en conférence, qui viennent, comment dire, à vos ateliers, etc. J'avais vraiment envie de créer des ponts, voilà, de permettre cette communication et cette transmission. Mais finalement, au fond du fond, là encore, c'est comme si ça m'avait choisi et que j'avais juste répondu oui à cette possibilité d'ouvrir ces chemins pour d'autres. Moi, je dis toujours que dans mon travail, vraiment profondément, dans mes livres, je ne fais que montrer la porte visible de l'invisible. Après, c'est à chacun d'y entrer et de pousser la porte et de franchir ce seuil pour aller peut-être se trouver, parce que c'est le chemin de son être, de l'autre côté, sur l'autre rive. Voilà. Donc c'est très très modeste d'être à cet endroit-là. À cet endroit-là, je me sens toute petite et il n'y a pas de raison politique ou autre. Ça, c'est ce que bien évidemment, c'est le discours, c'est le récit narratif qui est absolument nécessaire dans mon histoire, que je pose pour établir ce choix et qui donne du sens, bien évidemment, et qui a beaucoup de sens pour moi. Mais vraiment au départ, c'est comme un appel. Je reviens à ce que je vous disais en début d'entretien. Hmm. Je réponds oui à ce que je sentais comme une nécessité. En l'occurrence, là, c'était un manque. Quelle est la spiritualité des femmes? Elle a été très, très confisquée par les hommes à cause de traditions patriarcales, de religions avec des institutions ecclésiales qui étaient extrêmement fermées, où la femme avait un rôle quand même assez diminué, assez précis, assez cantonné. Et j'avais envie de désenclaver tout ça, de montrer que d'autres choses avaient été possibles, qu'il y avait eu d'autres choses avant, qu'on pouvait recréer des choses nouvelles sans vraiment se couper de ce qui avait été fait avant, pas dans le sens de la répétition, mais dans le sens de la transmission et de l'inspiration. Oui, et ce que j'entends aussi, c'est combien ça a été un chemin au départ aussi très personnel, d'une quête d'avoir justement face à ce manque besoin de réponses, de tisser là aussi des liens et créer des ponts entre le discours existant et puis tout ce manque autour de cette notion de spiritualité et notamment au cœur de l'évolution et de la place des femmes.
Et petit à petit, vous avez finalement, par votre écriture, créé des ponts entre votre lecture et l'écoute des autres ou le regard des autres. Donc il y a un effet un petit peu de monter le son finalement d'un récit qui était jusque-là très absent finalement. Donc ça, je trouve ça déjà très très beau. Et je me questionne sur est-ce qu'à nouveau dans le choix des personnes que vous avez choisi de mettre en lumière à travers vos récits, vos essais, comme Hildegard de Bingen, Christiane Singer, mais aussi plus récemment Caroline Carlson, Irina Brook, Camille, la chanteuse, euh, toutes ces personnes que vous, alors pour certaines que vous avez bien sûr rencontrées pour vos contemporaines, pour d'autres qui sont d'un autre moment et en même temps d'une grande euh, réalité contemporaine, comment ces personnages, ces personnes, ces femmes ont trouvé leur chemin jusqu'à vous? Alors c'est vrai que je les ai choisis par sensibilité. Ça résonnait dans ma sensibilité à ce qu'elles étaient, ce que j'avais envie aussi, de ce dont j'avais envie de parler, c'est-à-dire pas une spiritualité qui allait vers le développement personnel, que je ne jugerais pas, qui a son, comment dire, qui a tout à fait sa fonction. Mais moi, je préférais parler de tout ce qui était développement impersonnel. Hmm. C'est-à-dire à quel moment je vais quitter le moi qui me constitue pour aller vers le soi, aller vers mon être en fait. L'être, c'est quoi? En fait, c'est cette part de soi qui n'est pas, comment dire, conditionnée par nos croyances, par notre éducation, nos parents, la société, tous ces rôles qu'on tient en fait dans une société et qui sont nécessaires. Il ne s'agit pas de dire que c'est pas bien. C'est pas du tout mon propos. Mais quand on enlève tout ça, quand on se dépouille, qu'est-ce qui reste? Ben, il Hmm. reste ce noyau dur de l'être et ce noyau vivant, ce noyau lumineux qui est vraiment notre être authentique. Voilà, celui qui va plus projeter sur le réel toute son histoire, mais justement qui va être libre de ça. Et quand on est libre de ça, eh bien, on atteint quelque chose de plus profond, qui a plus de sens, qui va intensifier la vie réellement, qui va peut-être qui peut nous dire aussi pourquoi on est là vraiment, hein, parce que on n'est plus en train de tenir des rôles dans la grande scène de la vie sociale, mais véritablement, on est au plus près de soi-même. Et c'est ça qui nous permet de vivre une vie vibrante, vivante et inspirante pour les autres. Donc, moi, ces femmes, elles répondaient à cet accord. Elles résonnaient vraiment avec ce que je portais, enfin, je dis ça très humblement. Donc, je suis allée vers elles, je les ai choisies, vraiment, consciemment. Et aussi, à leur tour, elles m'ont choisi, parce que ça suffisait pas que je les choisisse, il fallait qu'on se choisisse Hmm. mutuellement. Et je me suis rendu compte, avec beaucoup de joie, comment, avec fluidité, finalement, ça a constitué une famille d'âmes. Aujourd'hui, je m'en rends compte encore plus. Et je peux le dire pour les femmes vivantes contemporaines que j'ai pu interviewer, comme celles sur lesquelles j'ai écrites et qui sont passées de l'autre côté, sur l'autre rive, la rive de la naissance au ciel, la rive de la mort, osons le mot. Et là, je pense à Hildegard de Bingen et Christiane Singer. Mais vraiment, je pense qu'elles m'ont aussi choisie. C'est-à-dire que j'ai pas eu le sentiment que je pouvais écrire sur elles sans qu'elles soient d'accord. Alors attention, hein, je communique pas avec les morts. Et je fais pas des rituels, ça se passe pas comme ça pour moi. Mais j'avais, comment dire, dans mon fort intérieur, j'avais besoin qu'elles soient d'accord. Donc je leur parlais, tout simplement. Très simplement, vraiment. Comme je vous dis, sans, voilà, faut pas imaginer des choses avec les morts et tout ça, pas du tout. Et j'ai eu l'impression qu'elles étaient d'accord, que le fait de pouvoir signer un contrat avec un éditeur, que ce projet puisse exister, c'était l'assentiment de l'univers, mais que ça se faisait pas sans elles. Et ça, c'était Hmm. très important pour moi. Donc, là encore, c'est des liens qui se créent dans l'invisible et puis après qui peuvent se manifester dans le visible. Et je dirais qu'aujourd'hui, toutes ces femmes constituent une famille d'âmes, autant dans le livre des femmes chamanes, avec les femmes artistes que vous avez citées. Et je trouve elles sont toutes traversées, en tout cas, elles sont toutes en lien avec cet être authentique et elles en témoignent. Et c'est ça qui m'intéresse, parce que pour moi, le spirituel, avant d'être un grand mot, c'est juste être en vie. Être en vie Hmm. avec un V majuscule. Voilà. Hmm. Et donc à nouveau, vous décrivez ce double mouvement finalement de je choisis et je suis choisi. Il y a une autorisation dans les deux sens finalement pour permettre
la rencontre, la conversation et le tissage à nouveau d'un récit commun qui à la fois répond à l'intériorité de chacun, mais qui ouvre aussi à nouveau des perspectives, parce que je pense là aussi à vos lecteurs qui euh, ressentent probablement un appel sur ces thématiques-là, ces sujets-là, mais sans connaître très probablement la singularité des personnes que vous décrivez à travers vos écrits. Et il y a quelque chose là aussi d'un appel une troisième personne qui s'autorise et qui autorise la rencontre avec ces récits et ce chemin qui parle à la fois d'être très singulier, mais d'un chemin finalement qui parle du vivant, des êtres vivants que nous sommes, qui effectivement, je vous rejoins, moi je n'aime pas beaucoup non plus le terme de développement personnel, et je lui préfère le terme de dépouillement personnel, justement, avec ce travail de désidentification, de, de désentravement, de désattachement finalement à des choses qui nous maintiennent sur une vie très horizontale, qui est nécessaire, mais qui peut parfois manquer de relief. Et ce que je perçois dans ce que vous écrivez et ce que vous partagez, c'est combien vous avez envie, à travers votre écriture, de contribuer à une vie qui passe de la 2D à la 3D, à minima, pour ne pas dire plus de dimensions encore. Et je suis curieuse de savoir, finalement, dans toutes ces rencontres à travers ces femmes au parcours de vie singulier, avec une forte spiritualité, une connexion et une reliance à cette dimension de l'être profond, de l'être authentique qu'on porte en soi. Qu'est-ce qu'elles vous ont appris de précieux et quels sont comment ça peut-être même influencé vos propres choix de vie une fois ces rencontres-là qui ont déposé une empreinte en vous? Alors, qu'est-ce qu'elles m'ont appris? Ça aussi, c'est une vaste question. C'est une bonne question. Euh, Elles m'ont appris, comment dire, je le dirais pas tout à fait comme ça, je dirais qu'elles sont venues, parce que quand je vais vers elles, quand je suis allée vers elles, j'avais un sujet précis en fait, j'avais un sujet de livre, on l'a compris, mes livres me retouchent particulièrement. C'est pas voilà une vague idée mentale, intellectuelle, juste un sujet, c'est beaucoup plus profond chez moi, mais disons que c'est venu plus confirmer quelque chose plutôt que m'apprendre quelque chose du point de vue de ma vie intérieure. Après, dans l'activité qui est la leur activité artistique, leur activité chamanique, de psychothérapeute, enfin voilà, j'ai rencontré ces femmes avec toutes ces, comment dire, euh, ces activités très différentes. Là, elles m'ont tout appris parce que là, je ne connais rien. Je rentre dans un domaine qui est de l'ordre de l'inconnu. Bon, vous allez me dire, ma vie intérieure, c'est aussi le domaine de l'inconnu puisque c'est aussi c'est ce lien à l'être authentique, mais c'est ce lien à ce qui est plus grand que soi aussi, hein. C'est toujours trois, hein. C'est jamais que deux, hein. Quand c'est que deux, c'est qu'on a oublié quelque chose d'essentiel. Donc, elles viennent me confirmer quelque chose, elles viennent nourrir mon âme. Elles ont énormément nourri mon âme et c'est absolument vital quand on chemine sur le chemin de son être parce que il y a dans ce dépouillement dont vous parlez, ce dépouillement personnel qui est vraiment intéressant, c'est une notion que j'utilise beaucoup. Il peut y avoir un temps euh, difficile, aride et de solitude intense parce que quand on se dépouille, même si on peut se faire aider, je sais pas moi, un accompagnant spirituel, un psychothérapeute, j'en sais rien, parce qu'on est tout. En fait, le dépouillement, c'est nettoyer toutes les couches, hein. C'est les enlever une par une. Donc, quand elles bloquent, il faut aller s'en rapprocher. Ça peut être douloureux, donc on a besoin d'aide à pas mal de niveaux. Mais on peut sentir une solitude. Je parle même pas de la douleur et de la souffrance, mais immense. Et de venir en résonance avec ces femmes ces femmes ou ces hommes, je peux aussi, bien évidemment, les hommes viennent aussi nourrir la même chose, nourrir nos âmes, les hommes inspirés qui font ce chemin-là, c'est vital. C'est se dire qu'on n'est pas seul. Il y a rien de plus merveilleux, vous savez, quand on se retrouve entre nous, entre femmes, entre hommes. Voilà, je veux pas cantonner que ça avec le féminin et les femmes, mais qu'on on peut échanger, qu'on peut partager nos soucis, qu'on peut en rire, qu'on peut pleurer ensemble. Et on ressort de là, c'est une énergie qui a circulé, c'est une énergie d'amour, c'est une énergie d'amitié, c'est une énergie de Mhm. joie, c'est une énergie de lumière. Et combien ça nous booste pour finalement passer à l'étape d'après et continuer sur ce chemin qui peut être parfois très rugueux.
Donc, c'est pas tant qu'elles m'ont appris, qu'elles m'ont soutenu, qu'au fond, cette générosité du oui, quand elles répondent à mon invitation, c'est une forme d'amour. Alors, d'amour avec un A majuscule dans le sens pour moi de lien à l'autre, de lien à l'autre. Mais ce lien profond, authentique, qui ne va pas se faire en surface. Voilà, moi je suis un tel et je vais vers toi parce que tu réponds à cette demande telle que mon histoire le croit, le pense et croit en avoir besoin, mais d'être authentique à être authentique. Et là, ça se nourrit. Et c'est pas un plus un égale 2, c'est un plus un égale 3. C'est-à-dire que ça vient me nourrir, ça rejaillit sur la personne qui donne, parce que quand on donne, bien évidemment, on reçoit au centuple et et en plus, quand vous faites un livre, ça permet en plus de donner au-delà de ce qui s'est vécu entre les deux personnes à ce moment-là et ce qui est plus grand que nous, qui est toujours là, hein, qui vient toujours se mêler de nos histoires, Hmm. et Dieu merci. Et parce que ça vient nous nourrir aussi, ça vient nourrir cette énergie de lumière qui après peut se diffuser au-delà de nous, qui peut rayonner. Très humblement aussi, parce que ça ne s'instrumentalise pas. Quand je dis ça, c'est pas, voilà, oh, on va faire un livre et puis nous, vous savez, on va apporter cette lumière aux autres. Non, c'est pas du tout ça. Vraiment, là, je tiens à dire que c'est très humblement, quand on arrive à se relier d'être authentique à être authentique, quelque chose peut advenir par grâce et cette grâce peut se diffuser. Mais c'est pas notre ego qui tient tout ça. C'est justement, comme vous l'avez dit très bien, Oriane, quand on est totalement dépouillé, quand on est totalement transparent à ce qui peut circuler. Et là, ça devient intéressant parce qu'on fait beaucoup plus qu'un livre. C'est plus qu'une rencontre. On est dans le vivant, on Hmm. crée le vivant, on renouvelle le vivant. On est vivant, on est vivante. Le terme qui me vient en vous écoutant, c'est le terme de reconnaissance. Finalement, c'est à la fois dans ce que vous décrivez, comment est-ce que les confirmations sont des reconnaissances finalement de choses qui étaient déjà là et que le groupe ou la multiplicité des résonances vient confirmer. Et puis, quelque chose d'une reconnaissance qui nourrit les racines, de se dire, bah, en fait, ça m'autorise à m'ancrer encore davantage sur mon propre chemin singulier. Et puis, bah, la reconnaissance dans l'autre, dans son parcours, dans son regard, dans son écoute, dans son chemin, ça autorise aussi, au-delà de nourrir les racines, de nourrir aussi les bourgeons, c'est-à-dire comment est-ce que ça m'autorise à poursuivre ma route en sentant que, vous avez parlé de famille d'âme tout à l'heure, par exemple, combien, oui, mon chemin est singulier et que ça relève de mon engagement aussi et de ma manière de m'engager que de construire mon propre chemin. Et je fais partie d'un ensemble plus vaste et si je crée les conditions pour rejoindre régulièrement des personnes dont la mise en résonance me nourrit et nourrit l'autre, tout à coup, il y a quelque chose de plus grand que moi qui s'invite finalement dans l'équation et dans l'histoire. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous et ça me fait penser à cette question. Vous avez vraiment parlé de cette idée de nourrir quelque chose en soi d'abord pour que quelque chose puisse se nourrir après avec l'autre et que l'autre aussi puisse venir nous nourrir. Et c'est vrai que c'est très important de dire que ça part de soi. Pour moi, ça part d'un désir. Il y a en fait, je pense que la vie d'être humain, c'est de trouver son désir et de venir le nourrir parce que si on attend que l'autre vienne nourrir ce désir, vous savez, par exemple, j'ai une quête spirituelle, mais moi, je lis, je vais voir le guide spirituel là, je vais à telle conférence, etc. C'est-à-dire que je consomme, j'attends que l'autre vienne me nourrir constamment. On a besoin de ça. Moi-même, je me nourris de ça. Et quel est mon bonheur quand je découvre un livre qui vient me nourrir, d'auteurs comme Annick de Souzenel, Jean-Yves Leloup, je pourrais en citer beaucoup d'autres, mais qui ont fait tout ce travail et qui viennent me nourrir. C'est très important. Mais ça ne suffit pas. Mm. Ce qui compte, c'est de prendre la responsabilité de mon désir. Et je reviens à voilà, cette idée du chemin de l'être humain. Pour moi, c'est de trouver son désir et de le nourrir et d'être responsable de lui, c'est-à-dire de le nourrir comme si c'était, je sais pas moi, son enfant intérieur ou son être intérieur, on peut l'appeler comme on veut, mais c'est de venir de prendre soin de ce désir, et du coup prendre soin de son chemin, Mm. prendre soin de sa voie. Et c'est
quand on commence à se nourrir soi-même, c'est-à-dire quand on est plein, qu'on va commencer à pouvoir aller donner, que quelque chose va pouvoir se donner à travers nous, et qu'à ce moment-là, on va pouvoir aller vers l'autre, non plus dans une position de demande, mais dans une position de don. Et à ce moment-là, si l'autre est aussi dans le don, il y a quelque chose un cercle vertueux qui peut se mettre en place. Euh, il y a tant de souffrance qui vient de relations, que ce soit avec des enfants, nos familles, nos parents, nos amis, nos amoureux, tout ce que vous voulez, tout ce à quoi on peut relationner. Il y a tant de malentendus parce que nous sommes venus avec ce manque, sans cette responsabilité de notre propre désir, et nous venons en demande. Alors l'autre, il peut remplir un temps, mais soit il va remplir constamment, et à ce moment-là, ça va être des relations très déséquilibrées, soit ça va s'étioler, et là, il va y avoir les malentendus. Et le malentendu qui va créer la souffrance entre deux personnes, et l'incompréhension, et la blessure. Et puis après, quand on est blessé, on peut plus communiquer. Bref, là, c'est le cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on est coupé de l'autre, et on Mm. est coupé de soi-même, parce que l'autre est toujours un miroir de notre intériorité. Donc voilà, c'est vraiment important de prendre conscience qu'on est en charge de soi-même. D'accord. Euh, la voie spirituelle ou la voie de la vie, c'est devenir responsable. Je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, c'est pas toujours évident de le comprendre. C'est difficile. Ça demande aussi l'amour de soi, quoi. C'est-à-dire de se rencontrer malgré ses difficultés, malgré ses blessures. Euh, c'est un vrai chemin, hein. C'est pas quelque chose de facile, c'est pas simple. Genre, on se lève tous les matins avec la pêche, on est prêt. Non. Oui, Moi aussi, j'ai des matins, c'est ça. des fois, c'est pas le jour. Mais à ce Oui, moment-là, je préfère rester chez moi, embêter personne. c'est ça. Et puis, me prendre en charge et revenir vers l'autre quand j'ai quelque chose à partager avec lui. Oui, donc c'est à la fois ce que vous décrivez, je trouve, ce choix qui est à la fois engagé et engageant, d'aller à la rencontre de soi-même, d'être en lien aussi à l'autre, dans toute notre dimension d'être humain, d'être vivant. Et c'est vraiment un choix aussi qui se confirme encore et encore. C'est-à-dire que c'est pas un choix qui se fait une fois pour toutes. Je crois que c'est aussi important de le souligner et vous l'avez bien décrit avec ces moments où il y a des hauts, des bas, des moments où il y a des formes de rupture avec ce genre d'engagement et puis des moments où tout à coup le lien se retisse. Mais ça ne peut pas faire l'économie effectivement de à la fois la liberté et la responsabilité de s'engager sur ce chemin-là avec soi et pour soi, au service de quelque chose de plus grand. Bien sûr, et notamment de la qualité du lien à l'autre. Et quand vous parlez de ce choix d'aller vers son désir, aussi de trouver son désir, finalement, je fais le parallèle avec le choix de nourrir aussi son élan créatif, qui parle, je crois, vraiment de notre singularité et de combien notre lumière singulière, elle peut venir nourrir quelque chose de plus vaste aussi et autoriser l'autre aussi à aller vers son propre élan créatif. Est-ce que c'est du coup l'intention que vous avez posée avec notamment les ateliers d'écriture que vous proposez? Et associé à cette question, c'est comment l'acte d'écrire, finalement, il peut aider justement une personne à trouver son désir et à faire des choix qui vont être de plus en plus ajustés, alignés, reliés à son être profond. Alors c'est vrai que c'est une question que j'ai beaucoup creusée, parce que j'avais, comment dire, quand on écrit, on est chez soi, seul devant son ordinateur. Après, on est en lien avec son éditeur et tous les corps de métier d'une maison d'édition. On rentre dans la relation, et après cette relation, enfin quand le livre sort, elle se crée avec le lecteur. Mais les lecteurs, on les rencontre que lors de conférences ou de salons du livre. Donc finalement, c'est assez solitaire. Et les ateliers d'écriture, c'est un autre type de travail. C'était vraiment l'idée de pouvoir partager tout le fruit de mon expérience, à la fois dans ce chemin personnel de l'être, mais là, de l'inscrire dans la création. En l'occurrence, la création de l'écriture de soi ou de l'écriture littéraire. Et je distingue les deux parce que je me suis bien rendu compte dans les ateliers d'écriture, mais aussi de par mes lectures avant, que parfois on va vers l'écrit qui est un chemin de création, mais pas pour forcément écrire un livre littéraire et publier. On va vers cet espace de création pour se rencontrer, pour mieux se comprendre,
pour peut-être guérir. Voilà, c'est une grande question. Est-ce que l'écriture peut guérir? Je pense qu'elle peut contribuer à un chemin de guérison. Euh, L'écriture peut être un chemin de reliance avec l'autre. Quand vous écrivez une lettre, c'est clairement adressé à un autre, etc., etc. Mais voilà, tout n'a pas vocation à publier. Pour répondre plus précisément à votre question, dans mes ateliers d'écriture, je travaille vraiment sur ce processus de création qui implique d'aller se rencontrer soi-même. C'est-à-dire que je propose un chemin. Alors, chacun écrit à partir de ce qu'il veut. C'est un espace de liberté immense. Et moi, j'aime le fait que ce soit un espace de liberté. On peut écrire avec son corps, on peut écrire avec sa tête, avec son cœur. Et je trouve intéressant d'aller se rencontrer soi-même à l'intérieur pour voir ce qui peut sortir et se créer quand ce n'est pas le mental qui est aux manettes de l'écriture. Je vais essayer d'expliquer ça plus précisément. Quand je suis un auteur aguerri, j'ai une idée, voilà, mon désir est là, je suis en contact avec mon désir et mon mental est un extraordinaire, mon mental, ma main sont des extraordinaires outils pour répondre à ce désir intérieur. Voilà. Mais quand on n'est pas encore aguerri et pas encore vraiment en lien avec son auteur intérieur, je l'appelle comme ça, eh bien, on peut avoir une idée mentale, voilà. Par exemple, je veux écrire un livre sur une idée géniale et je veux être publié. Voilà. Donc là, il y a des besoins de reconnaissance derrière, besoin d'amour, d'être peut-être vu, compris, etc. Mais si vous-même, vous vous êtes pas vu d'abord, compris, aimé, et que vous le cherchez chez les lecteurs, ça va être plus compliqué. Et d'ailleurs, souvent, ces désirs-là, moins bien, comment dire, clairs, moins bien alignés, si je puis dire, avec notre être intérieur, parce que lui, l'être intérieur, il a envie de créer, il n'a pas forcément envie d'être reconnu par tout le monde. Lui, il veut juste donner l'être intérieur, en fait, si vous voulez. Hmm. Après, s'il est reconnu, publié, etc., c'est de surcroît, c'est formidable. Si en plus il guérit avec ce livre, c'est formidable. Mais au départ, c'est juste le don de soi-même, la création. Donc, voilà, moi je propose des ateliers qui permettent vraiment de se rencontrer très très profondément. Et souvent, ça permet d'aller voir là où on est blessé, parce que pour aller jusqu'à rejoindre l'être authentique, il faut passer les portes avec les qui sont gardées par les dragons. Et souvent, ça fluidifie beaucoup de choses pour l'écriture ou n'importe quel comment dire, domaine de la création, domaine artistique, parce que on va rencontrer ces dragons, ces démons, en fait, ce sont ces blessures, hein, les gardiens de notre création, de notre trésor, et on va pouvoir solutionner tout ce qui vient bloquer l'écriture. Hmm. Donc, ça, c'est intéressant. Et en plus, découvrir éventuellement des nouveaux chemins d'écriture, c'est-à-dire, je passe de je voulais écrire un roman 400 pages à Dostoïevski, ce qu'on fera jamais, parce que là, on imite et c'est pas vraiment nous, même si on y arrive, quand bien même on y arrive, pour passer à, par exemple, bah, finalement, j'écris de la poésie, ou alors je venais de laisser, j'ai envie d'écrire des contes et découvrir des nouveaux chemins de création. Et c'est très, très beau parce que moi, j'ai vu des personnes s'ouvrir à ça, des personnes ingénieurs qui écrivaient des contes de fées, des personnes qui étaient laissées, qui finalement se retrouvaient avec des voix de poètes, de poétesses. Et c'était magique parce que ils s'autorisaient à laisser ces chemins s'ouvrir d'écriture. Et à ce moment-là, quelque chose pouvait se renouveler, quelque chose pouvait se créer. Et ça venait tellement les nourrir. Parce que c'est ça qui est formidable, c'est ce qu'on donne vient d'abord nous nourrir nous-mêmes et ça procurait beaucoup de joie, une joie qui venait contaminer le groupe de joie. Et dans ce travail-là, c'était des dynamiques de groupe qui étaient porteuses et qui faisaient que c'est fou, c'est comme si deux, trois créaient et que ça permettait à tous les autres de créer. Vous voyez, c'est des dynamiques comme ça qui nous portent. On a énormément besoin de cette dynamique qui nous porte aujourd'hui dans la société, ces dynamiques collectives. Donc là, je le décris au niveau artistique, mais imaginez que ça se pose à des niveaux politiques, des niveaux sociaux, enfin, un niveau social, etc. Les enjeux sont immenses, en fait. Hmm. Voilà. Ça part toujours humblement de soi, Hmm. mais ça peut avoir des répercussions très importantes sur le groupe, les groupes. Oui. Et ce que je retiens de ce que vous dites, c'est combien faire communauté, faire tissu commun, ça nécessite, pour que ce soit justement florissant, enthousiasmant, vivant, avec un grand V, comme vous le dites, que chacun s'autorise et s'engage à aller à la rencontre de sa propre couleur, de sa propre note, de sa propre singularité,
pour pouvoir faire œuvre commune, mais sans nier sa lumière spécifique, sa lumière unique au Mhm. service d'un collectif, quoi. Et ça, je trouve que c'est Oui. effectivement un chemin qui invite à l'engagement, à l'ouverture, la curiosité, qui est exigeant, mais qui est exaltant aussi à la fois dans ce qu'on peut constater quand ça se présente, quand ça surgit, et très exaltant et prometteur pour un avenir plus désirable que les récits prospectifs qu'on nous propose parfois, quoi. Oui, 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 tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Et puis ça solutionne plein de choses. Parce que quand vous avez trouvé votre propre couleur, j'aime beaucoup ce mot que vous avez utilisé, Oriane, son essence propre en fait. On n'a plus besoin d'imiter l'autre. On n'a plus besoin que l'autre vienne remplir ou nourrir notre désir ou nous remplir de cet être qu'on n'a pas encore rencontré en soi. On est, on acquiert une liberté, une autonomie, et à partir de là, on peut vraiment rencontrer l'autre. Et donc c'est à la fois vertueux pour le groupe, mais comment dire, c'est tellement important, ça règle tellement de... Alors ça règle pas tous les problèmes relationnels, mais ça en règle beaucoup. Ça en règle beaucoup. Et souvent, moi, je me suis rendu compte autour de moi, dans ma propre vie, que quand la personne avait trouvé sa couleur et quand moi, j'amenais la mienne, sans vouloir copier les celles des autres ou faire en sorte que mon bleu soit plus bleu que le bleu de l'autre, mon jaune plus lumineux, il faut simplement ma couleur du jour, parce que voilà, l'intensité varie selon la journée, puis peut aussi évoluer dans le temps, dans notre vie, heureusement. Eh bien, il n'y a rien de plus beau que de jouer sur ces palettes pour créer quelque chose ensemble. Et d'ajouter ces couleurs, on peut créer des tableaux comme ça, des tableaux merveilleux de vie. C'est plus intéressant et les relations sont plus équilibrées, je trouve. Hmm. Pour terminer, Audrey, je suis curieuse de savoir faire un choix juste pour vous. Ça passe par quoi? Pour moi, le choix juste, ce sera toujours le choix du cœur. Hmm. Euh, je dis ça parce que je le sais depuis des années mentalement, depuis des années, j'essaie de l'incarner et parfois, Dieu sait que c'est difficile parce que quand le cœur est blessé, le choix du cœur encore, quand votre cœur est blessé, en fait, des fois, on y arrive, on n'y arrive pas. Et là, je suis dans une période de ma vie où ce choix du cœur s'approfondit encore plus et se choisit. Vraiment, là, vraiment, c'est une question de choix, c'est-à-dire que il y a un temps où on peut comprendre mentalement la chose, il y a un temps où on peut commencer à l'intégrer et soigner ses blessures pour s'ouvrir encore plus. Mais il y a un temps aussi, et ça, moi, je l'ai compris dernièrement, oui, guérir, bon, on guérit, moi je pense que on guérit jamais tout complètement. Donc si on attend que tout soit guéri pour donner, être dans ce doigt du cœur, eh ben, il y a encore beaucoup de temps qui va se passer. Donc à un moment donné, ça se choisit profondément. Et parfois, faut se faire violence. Mais c'est pas une violence agressive envers soi. C'est une violence d'amour déjà envers soi. Mais pour moi, voilà, ce choix juste, ce sera toujours le choix du cœur pour soi-même et comment dire, à l'adresse de l'autre. Parce que on ne vit pas seul. Toute la vie est constituée de ce tissu. On tisse ce lien avec nous-mêmes comme on le tisse avec les autres, comme on le tisse avec ce qui est plus grand que nous. Et ça constitue le tissu vivant de la vie, et c'est dans cette toile que nous existons. Donc on ne peut pas en faire l'économie, on peut retarder l'échéance, mais, mais je pense quand même qu'on est appelé à ça. Hmm. Et poser ce oui, et refaire ce choix du cœur, eh bien parfois c'est pas évident. Et donc voilà, il faut y aller. Il faut y aller. Toujours nourrir ce désir-là. Parce que Hmm. je pense que c'est le choix le plus juste. Ça ne veut pas dire tout accepter. C'est pas ça. Il y a un discernement, bien évidemment, mais la gentillesse, la tendresse, le calme, la paix, une réponse en paix quand l'autre nous agresse, et que c'est tous ces mini-gestes, ces tons qui sont utilisés, euh, vont contribuer finalement au monde que moi j'ai envie de voir. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Ben, c'est un monde plus doux. Hmm. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Un monde plus aimant, un monde plus généreux. Enfin, le monde est généreux, mais il est généreux de tout, voilà. Mais généreux de cette gentillesse. Voilà, c'est un mot.
très très galvaudé, la gentillesse. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? La gentillesse profonde, je ne parle pas de cette gentillesse qu'on donne pour recevoir la même et puis qui nous flatte l'ego. Non, la gentillesse profonde, la bonté, voilà, la bonté. Je pense que c'est le Hmm. terme. Le choix juste, donc le choix du cœur, et combien ça se matérialise et ça se concrétise dans les petits choix réitérés du quotidien qui sont si puissants pour des actes bons et généreux, tendres et doux que vous avez soulignés. Mm. Merci beaucoup, Audrey. Merci Oriane. Un grand merci à Audrey pour sa confiance et ses précieux partages puissants et inspirants. Alors, que vous a inspiré cette conversation ? Je vous propose d'identifier la pépite que vous choisissez d'en retenir. Cela peut être un mot, une phrase, une idée. Eh bien, comment allez-vous l'intégrer à votre réalité ? Quel est le premier petit pas que vous choisissez de planifier dans les prochaines heures ou les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici ? N'hésitez pas à me partager les déclics ou les questions peut-être que cette conversation aura fait émerger en vous. Et pour en savoir plus sur l'actualité, les ouvrages ou encore les ateliers d'écriture d'Audrey Fella, direction son site audreyfella.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site oriansavoureluca.com et sur toutes les plateformes de podcast. Et si l'épisode vous a plu, eh bien dites-le avec une constellation d'étoiles et un commentaire sur la plateforme de podcast de votre choix. Vos étoiles, vos commentaires en ligne, votre bouche à oreille, c'est là le soutien le plus précieux et le plus concret que vous pouvez apporter à ce podcast pour contribuer à le faire rayonner plus largement. Et si vous êtes une ou un entrepreneur dans l'âme et que vous souhaitez travailler avec moi en tant que coach pour que je vous accompagne à raviver votre énergie créative pour déployer plus grand vos projets singuliers, n'hésitez pas à me contacter via mon site oriansavoureluca.com. J'évaluerai si un coaching est pertinent pour vous et nous verrons, lors d'un échange en visio, si et comment nous aimerions travailler ensemble. Je vous souhaite une savoureuse et une lumineuse journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, qu'allez-vous choisir ?